Dans le tracé. Dès qu'elle apprit que les étudiants en médecine reviendraient à l'hôpital dans la matinée, Raffaella Osimo pria l'infirmière de salle de l'introduire dans la pièce où le professeur tenait ses leçons de sémiotique. « Tu veux te faire voir aux étudiants ?»« Oui, s'il vous plaît. Prenez-moi. »« Tu ne sais donc pas que tu as l'air d'une sauterelle ?»« Je sais, mais peu importe. Prenez-moi. » Quelle effrontée! Que penses-tu donc qu'on te fera? Comme à Nannina, n'est-ce pas? Répondit Raffaella. Aussitôt revenue dans la salle, après la leçon dans la pièce du fond, Nannina, sa voisine de lit, sortie la veille de l'hôpital, lui avait montré son corps entièrement dessiné à la façon d'une carte géographique. Poumons, cœur, foie, rate, le tout dessiné au crayon dermographique. « Et tu veux y aller ?» conclut l'infirmière. « Quant à moi, je veux bien, mais fais attention. Tu ne pourras pas ôter les marques d'ici plusieurs jours, pas même au savon. » Raffaella haussa les épaules et dit en souriant. « Emmenez-moi et ne vous faites pas de soucis. » Elle avait repris un peu de couleur, mais elle était encore si maigre, tout en yeux et tout en cheveux. Pourtant, les yeux noirs, magnifiques, brillaient de nouveau, perçants, et dans ce lit, son corps de gamine, minuscule, ne ressortait même pas sous les plis de la couverture. Pour l'infirmière de salle, comme pour toutes les sœurs infirmières, Raffaella Osimo était une vieille connaissance. Elle avait déjà été 2 fois là, à l'hôpital. La première fois pour... pauvre fille, elle se laisse rouler et puis, qui paie les pots cassés? Une pauvre créature innocente qui finit à l'hospice des enfants trouvés. À vrai dire, elle aussi avait payé amèrement sa faute. 2 mois après son accouchement, elle était revenue à l'hôpital plutôt de l'autre côté de la tombe que de celui-ci, avec 3 pastilles de sublimé dans le corps. Et maintenant, elle y était suite à l'anémie, depuis 1 mois. À force de piqûres à base de fer, elle s'était remise, et dans quelques jours, elle sortirait. On l'aimait bien dans cette salle, et on la prenait sans pitié. On avait de la peine à voir la grâce timide et souriante de sa bonté si mal récompensée. Il est vrai que le désespoir qu'elle portait en elle ne se manifestait jamais dans les larmes ou par les humeurs sombres. La première fois, elle avait dit en souriant qu'il ne lui restait rien d'autre à faire qu'à mourir. Mais, victime d'un destin commun à trop de jeunes filles, elle n'avait suscité ni pitié ni crainte particulière pour cette obscure menace. On sait bien que toutes les filles séduites et trompées menacent de se suicider. Ces sortes de choses ne sont pas à prendre trop au sérieux. Pourtant, Raffaella Osimo l'avait dit et l'avait fait. Alors, les bonnes sœurs avaient essayé de la réconforter par la foi. En vain. Elle avait fait comme elle faisait en ce moment. Elle écoutait attentivement, souriait, disait que oui, mais on comprenait bien que l'étau qui lui serrait le cœur ne se desserrerait guère à ses exhortations. Plus rien ne l'incitait à espérer. Elle reconnaissait qu'elle s'était fait des illusions, que la véritable tromperie lui venait de son inexpérience, de sa nature passionnée et crédule, plutôt que du jeune homme auquel elle s'était abandonnée et qui n'aurait jamais pu être à elle. Quant à se résigner, non, c'était plus fort qu'elle. Si pour les autres, son histoire n'avait rien de particulier, elle n'en était pas moins douloureuse pour elle. Elle avait tant souffert. D'abord, le déchirement d'avoir vu assassiner son père en traître, puis l'écroulement irréparable de toutes ses aspirations. C'était maintenant une pauvre couturière, trompée comme tant d'autres, abandonnée comme tant d'autres. Mais un jour, oui, les autres aussi, c'est vrai, disaient d'eux-mêmes, mais un jour, et mentaient, car aux malheureux, aux vaincus, le besoin de mentir
jaillit spontanément de leur cœur oppressé. Mais elle ne mentait pas, elle. Encore toute jeune, elle aurait certainement décroché son brevet d'institutrice, si son père, qui lui permettait si tendrement de continuer ses études, ne lui avait manqué d'un seul coup, là-bas, en Calabre, assassiné non pas directement par haine, mais pendant des élections politiques, par un tueur inconnu, payé sans doute par la faction adverse au baron Barney, dont il était le secrétaire actif et fidèle. Élu député, Barney, la sachant orpheline de mère également et seule, pour jouer le charitable devant ses électeurs, l'avait recueillie chez lui. C'était ainsi qu'elle était venue à Rome, dans une condition boiteuse. On la traitait comme de la famille, mais elle faisait office d'institutrice des jeunes enfants et un peu de dame de compagnie de la baronne. Sans salaire, bien entendu. Elle travaillait. Barney s'octroyait tout l'avantage de son geste. Que lui importait à cette époque? Elle travaillait de tout son cœur, pour mériter la bienveillance paternelle de ceux qui l'hébergeaient, et dans un espoir secret, que ses soins si tendres, c'est-à-dire les services qu'elle rendait sans aucun dédommagement, après le sacrifice de son père, serviraient à briser l'opposition du baron lorsque son fils aîné Riccardo, comme il le lui avait promis, déclarerait à son père l'amour qu'il éprouvait pour elle. Riccardo était absolument sûr que son père condescendrait de bon gré. Mais il avait à peine 19 ans, était encore lycéen, ne trouvait pas le courage de faire cet aveu à ses parents. Mieux valait attendre quelques années. En attendant, mais était-ce possible, dans la maison même, toujours à côté l'un de l'autre, au milieu de tant de leurs flatteurs, après tant de promesses, tant de serments? La passion l'avait aveuglé. Quand, à la fin, il devint impossible de cacher la faute, on l'avait mise à la porte. Oui, à la porte, pouvait-on dire, sans aucune miséricorde, sans même aucun égard pour son état. Barney avait écrit à une tante de Raffaella qu'elle vienne la chercher immédiatement et l'emmener là-bas, en Calabre, en promettant une petite pension. Mais sa tante avait supplié le baron d'attendre au moins que sa nièce accouchât à Rome, pour ne pas provoquer de scandale dans un petit pays. Et Barney avait cédé, mais à la condition que son fils n'en saurait rien, et les croirait déjà loin de Rome. Après l'accouchement, elle avait refusé de partir pour la Calabre. Alors, le baron, jetant feu et flamme, avait menacé de supprimer la petite pension. D'ailleurs, il l'avait fait après la tentative de suicide. Riccardo était parti pour Florence. Elle, sauvée par miracle, s'était mise à coudre pour subvenir à leurs besoins, à elle et à sa tante. 1 an s'était écoulé. Riccardo était revenu à Rome, mais elle n'avait même pas cherché à le revoir. Son dessein violent ayant raté, elle s'était mise dans la tête de se laisser mourir à petit feu. Un beau jour, sa tante avait perdu patience et était repartie pour sa Calabre. 1 mois auparavant, comme elle s'était évanouie chez la couturière où elle travaillait, elle avait été emmenée à l'hôpital et y était restée pour soigner son anémie. Cependant, l'autre jour, de son petit lit, Raffaella Osimo avait vu passer les étudiants en médecine qui suivaient le cours de sémiotique, et parmi eux, elle avait, au bout d'environ 2 ans, revu Riccardo à côté d'une jeune fille qui devait être étudiante aussi, blonde, jolie, étrangère d'après son air, et à la façon dont il la regardait. Oh, Raffaella ne pouvait pas s'y tromper. Il apparaissait clairement qu'il en était amoureux. Et comme la jeune fille lui souriait, elle, presque pendue à ses yeux, elle les avait suivis du regard jusqu'au fond de la salle, puis elle était restée les yeux grands ouverts, appuyée sur son coude. Nannina,
sa voisine, s'était mise à rire. « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Rien. » Et elle avait souri à son tour, en s'allongeant dans son lit, car son cœur battait comme prêt à sauter de sa poitrine. Ensuite, l'infirmière était venue inviter Nannina à s'habiller, puisque le professeur la voulait pour sa leçon. « Que vont-ils me faire ?» avait demandé Nannina. « Ils vont te manger. Que veux-tu qu'ils te fassent ?» lui avait répondu l'infirmière. « C'est ton tour, et puis ce sera le tour des autres. Aussi bien, tu t'en vas demain. » Tout d'abord, Raffaella avait tremblé à l'idée que son tour pourrait venir. Tombée si bas, délaissée, comment réapparaître devant lui? Quand la beauté s'évanouit, il n'y a plus, pour certaines fautes, ni attendrissement, ni commisération. Certes, les camarades de Riccardo, la voyant en si pitoyable état, se gausseraient de lui. « Quoi? Tu fréquentais cette sauterelle ?» Il ne s'agirait pas d'une vengeance. Du reste, elle n'avait pas envie de se venger. Cependant, quand, au bout d'une demi-heure environ, Nannina était revenue et lui avait expliqué ce qu'on lui avait fait, qu'elle lui avait montré son corps tout dessiné, brusquement, Raffaella avait changé d'idée, et maintenant, elle frémissait d'impatience, en attendant l'arrivée des étudiants. À la fin, ils arrivèrent vers 10 heures. Riccardo était là, et comme l'autre jour, à côté de l'étudiante étrangère. Ils se regardaient et souriaient. « Je m'habille ?» demanda Raffaella à l'infirmière, en sautant sur son lit, vibrante, dès que ceux-ci pénétrèrent dans la salle de cours. « Eh, quelle furie! Du calme !» lui imposa l'infirmière. « Attends que le professeur donne l'ordre. » Mais Raffaella, comme si celle-ci avait dit « habille-toi », commença à le faire en cachette. Elle était bel et bien prête sous ses couvertures, quand l'infirmière vint l'appeler. Pâle comme une morte, son misérable petit corps frémissant, souriante, les yeux étincelants et les cheveux qui tombaient de toutes parts, elle entra dans la salle de cours. Tout d'abord, Riccardo Barni, qui causait avec la jeune étudiante, ne la remarqua pas, confuse au milieu de ces jeunes gens. Elle le cherchait des yeux et n'entendait pas le médecin-chef titulaire de sémiotique lui dire « Par ici, ma petite !» À la voix du professeur, Barni se retourna et découvrit Raffaella, les yeux rivés sur lui, le visage en feu. Son sang se glaça. Il pâlit affreusement, sa vue se brouilla. « Eh bien, » cria le professeur, « par ici !» Raffaella entendit tous les étudiants rire, et se secoua, de plus en plus perdue. Elle aperçut Riccardo au fond de la salle, vers la fenêtre. Elle regarda autour d'elle, sourit nerveusement, et demanda « Que faut-il faire ?»« Par ici, allongez-vous ici, » lui dit le professeur du bout d'une table sur laquelle il y avait une sorte de molleton. « Tout de suite, monsieur. » Et Raffaella se hâta d'obéir. Mais comme elle avait du mal à s'asseoir sur la table, elle sourit de nouveau et dit « Je n'y arrive pas. » Un étudiant l'aida à monter. Une fois assise, avant de s'allonger, elle lança un coup d'œil au professeur, un bel homme, de grande taille, glabre, des lunettes en or, et lui dit en indiquant l'étudiante étrangère
voudriez-vous me faire dessiner par elle? Nouvel éclat de rire des étudiants. Le professeur sourit également. Qu'y a-t-il? Tu as honte? Non, monsieur, mais je serais plus contente. Et elle se tourna vers la fenêtre, au fond, pour regarder là où se rencognait Ricardo, le dos tourné. La blonde étudiante suivit instinctivement ce regard. Elle avait déjà noté le trouble soudain de Barney. Elle s'apercevait maintenant qu'il avait reculé jusque là-bas, et elle-même fut saisie d'un grand trouble. Le professeur l'appela. « Allons, mademoiselle Horlitz, c'est à vous. » Raphaëlla s'allongea sur la table et fixa les yeux sur l'étudiante qui relevait sa voilette. Comme elle était jolie, blanche et délicate, les yeux bleus, si doux, si doux. Elle ôtait son manteau, prenait son crayon dermographique que le professeur lui tendait et se pencha sur elle pour lui découvrir un sein d'une main incertaine. Raffaella Osimo plissa les paupières de honte à l'idée de son pauvre sein exposé au regard de tous ces jeunes gens autour de la table. Une main froide se posa sur son cœur. « Il bat trop, » dit l'étudiante avec un accent étranger accusé, en retirant la main. « Depuis combien de temps êtes-vous à l'hôpital » demanda le professeur. Raffaëlla répondit sans entr'ouvrir les yeux, mais en battant nerveusement des paupières. 32 jours. Je suis presque guérie. Écoutez si vous trouvez un souffle anémique, reprit le professeur en tendant le stéthoscope à l'étudiante. Raffaëlla perçut le froid de l'instrument sur son sein, et la voix de la jeune fille. Un souffle. Non. Palpitation. Trop. Allons, faites la percussion, ajouta le professeur. Au premier coup, Raffaëlla pencha la tête d'un côté, serra les dents et essaya d'ouvrir les yeux. Elle les referma immédiatement, tout en faisant un violent effort sur elle-même pour se dominer. Par intervalles, comme l'étudiante suspendait un peu la percussion pour tracer sous son majeur une brève ligne avec le crayon trempé dans un verre d'eau que lui tenait un étudiant, elle rejetait péniblement l'haleine qu'elle avait retenue. Combien de temps ce supplice dura-t-il? Et lui était toujours là-bas près de la fenêtre. Pourquoi le professeur ne l'appelait-il pas? Pourquoi ne l'incitait-il pas à voir son cœur, que sa blonde camarade traçait petit à petit sur son sein minable, dans ce triste état à cause de lui? Finalement, la percussion s'acheva. L'étudiante réunissait tous les traits pour terminer son dessin. Raffaëlla eut envie de le regarder, ce cœur dessiné là. Mais, soudain, elle fut incapable de se retenir. Elle éclata en sanglots. Le professeur, agacé, la renvoya dans la salle, en donnant l'ordre à l'infirmière d'introduire une autre malade moins hystérique et moins crétine que celle-ci. Raffaëlla supporta calmement l'infirmière, qui la rabrouait, et retourna dans son lit, toute tremblante, pour attendre que les étudiants sortent de la salle de cours. La chercherait-il au moins des yeux, en passant? Mais quoi? Que lui importait à présent? Elle ne lèverait même pas la tête pour se faire remarquer. Il n'avait plus à la voir. Il lui suffisait de lui avoir montré dans quel état elle était réduite à cause de lui. De ses mains tremblantes, elle prit le revers du drap et le tira sur sa figure comme si elle était morte. Pendant 3 jours, Raffaëlla Osimo veilla soigneusement à ce que le tracé du cœur ne s'effaçât pas. À sa sortie de l'hôpital, devant un petit miroir, dans sa pauvre chambre, elle s'enfonça un stylet au beau milieu du dessin que sa rivale innocente de tout mal lui avait tracé.